Et si l'atome n'était pas une simple sphère, mais un nuage mystérieux en perpétuel mouvement? Alors, aujourd'hui, oubliez le cours de physique un peu classique. On se lance dans une véritable enquête, une histoire de détective pour percer les secrets de l'univers. Notre mission, si on l'accepte, découvrir de quoi tout est vraiment fait. C'est la grande question, pas vrai? On regarde autour de nous et on voit une diversité incroyable. Du bois, du métal, de l'air. Mais imaginez qu'on puisse zoomer. Vraiment zoomer, bien au-delà de tout ce qui est visible. Qu'est-ce qu'on trouverait tout au fond? C'est ça, le grand mystère qu'on va tenter de résoudre. Alors, notre enquête, elle commence avec le suspect numéro 1, l'atome. Pendant des millénaires, tout le monde pensait que l'affaire était classée. L'atome, c'était la brique de base, le truc ultime, impossible à couper. Mais comme on va le voir, ce n'était que le tout début de l'histoire. L'idée de base, franchement, elle est super simple et logique. Imaginez, on prend n'importe quoi. Une pomme, tiens. On la coupe en deux, puis encore et encore. Logiquement, on devrait finir par arriver à un tout petit bout qu'on ne peut plus du tout couper. Eh bien, c'est ça l'atome. Les Grecs l'ont appelé atomos, ce qui veut dire qu'on ne peut pas couper. C'était une belle idée, hein? Sauf qu'elle n'allait pas tenir très longtemps. Et là, premier rebondissement, le premier indice qui vient tout chambouler. Vers la fin du 19e siècle, des expériences sur l'électricité révèlent un truc de dingue. Il y a quelque chose de plus petit que l'atome. Une particule minuscule avec une charge négative, l'électron. Et paf, d'un seul coup, l'atome insécable, eh bien il est cassé. C'est un physicien, J.J. Thomson, qui a mis ce suspect sur le grill. En gros, il a vu que ces nouvelles particules étaient déviées par un champ électrique, ce qui prouvait leur charge négative. Du coup, l'image de l'atome change complètement. Ce n'est plus une petite bille dure, non. Imaginez plutôt un gâteau, un plum pudding comme disaient les Anglais, une sorte de pâte positive avec des petits électrons négatifs plantés dedans un peu comme des raisins secs. Ok, ça c'est une super question. Le modèle du gâteau, c'est un bon début, mais ça crée un nouveau mystère. Si on a des charges négatives, les électrons, il faut bien qu'il y ait des charges positives quelque part pour que l'atome soit neutre. Mais où est-ce qu'elle se cache? Et c'est quoi cette pâte positive? L'enquête est loin d'être terminée. Et c'est là qu'arrive un autre grand détective de la physique, Ernest Rutherford. Et lui, il va monter une expérience, mais une expérience d'une simplicité et d'une intelligence folle. Le plan, c'est ça. On prend des mini-projectiles, des particules positives, et on les tire sur une feuille d'or, mais hyper fine. Et ensuite, on regarde juste où les projectiles atterrissent. Et là, c'est la surprise totale. Le résultat qui a tout changé. La plupart des projectiles, la quasi-totalité en fait, traversent la feuille d'or comme si elle n'existait pas. Vraiment tout droit. Mais, et c'est là que ça devient fou, une particule sur 8000 à peu près ne passe pas. Pire, elle ricoche. Parfois même, elle revient presque en arrière. Personne, mais absolument personne ne s'attendait à ça. Rutherford lui-même a une phrase géniale pour décrire son choc. Il a dit « C'était comme si on avait tiré un obus de 15 pouces sur une feuille de papier de soie et qu'il était revenu nous frapper. » Imaginez la scène. Avec le modèle du gâteau, de la pâte positive, c'était juste impossible. L'obus aurait dû traverser le papier sans aucun problème. Et c'est là que Rutherford a eu le déclic. La seule explication possible, c'est que l'atome est en fait presque entièrement vide. C'est du vide. Et que toute la charge positive et presque toute la masse sont concentrées dans un tout petit point au centre, un point incroyablement dense, le noyau. Et les électrons, eh bien ils sont super loin de ce noyau, en orbite, quelque part dans cet immense vide. On pourrait croire que l'enquête est finie, non? On a le noyau, les électrons, affaire classée. Eh ben non, pas du tout. En fait, ce nouveau modèle, c'est une véritable boîte de Pandore. Parce que selon les lois de la physique qu'on connaissait à l'époque, un atome comme ça ne devrait tout simplement pas exister. Voilà le problème. Le noyau est positif, l'électron est négatif. Les contraires s'attirent, c'est la base. Donc l'électron devrait être attiré par le noyau et s'écraser dessus. En une fraction de seconde, l'atome devrait s'effondrer. Mais visiblement, ça n'arrive pas. La matière qui nous entoure est stable. Il manquerait donc une pièce au puzzle, une pièce énorme. La solution, elle est venue d'un autre génie, Niels Bohr. Et son idée, elle était complètement radicale. En gros, il a dit « Et si le monde tout petit, le monde de l'atome, ne jouait tout simplement pas avec les mêmes règles que notre monde à nous ?» Il a imaginé que les électrons n'avaient pas le droit d'être n'importe où. Non, ils sont forcés de rester sur des orbites bien précises, des niveaux d'énergie fixes. Ces nouvelles règles, elles sont bizarres, on est d'accord. Mais elles fonctionnent. Voilà comment ça marche. Les électrons sont sur des couches d'énergie. Ils n'ont pas le droit d'être entre deux couches. Pour passer d'une couche à une autre, ils doivent faire un saut. S'ils sautent vers une couche plus haute, ils doivent absorber de l'énergie. S'ils tombent vers une couche plus basse, ils libèrent cette énergie, souvent sous forme de lumière. Et cette petite quantité d'énergie exacte, c'est ce qu'on appelle un quantum.
Voilà, c'est le début de la mécanique quantique. Ok, maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. Ce noyau, ces électrons, et surtout ces règles quantiques un peu folles. Et ce qui est incroyable, c'est que ces règles, ce n'est pas juste de la théorie abstraite, non, c'est la clé qui va nous permettre de décoder le langage secret de la matière, de comprendre enfin pourquoi la chimie fonctionne. Et là, c'est le moment Eureka de toute notre enquête. On se souvient tous du tableau périodique des éléments, celui qu'on voit en cours de chimie. Eh bien, ce n'est pas juste une liste d'éléments rangés au hasard. Non, sa structure, son organisation parfaite est la conséquence directe de ces fameuses règles quantiques. Regardez-le bien, chaque ligne de ce tableau correspond en fait au remplissage d'une nouvelle couche d'électrons. C'est aussi simple que ça. Le tableau périodique, c'est littéralement une carte, une sorte de plan d'architecte de la structure de tous les atomes de l'univers. Et le plus beau, c'est comment cette carte fonctionne. Prenez n'importe quelle colonne. Tous les éléments dans cette colonne, eh bien, ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche extérieure. Et devinez quoi? Ce sont ces électrons-là qui décident de presque tout le comportement chimique d'un atome. C'est pour ça que le lithium, le sodium, le potassium qui sont dans la même colonne se ressemblent et réagissent de la même façon. C'est comme un secret de famille et il est écrit noir sur blanc dans le tableau. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une simple petite bille qu'on croyait indivisible pour arriver à un noyau tout petit, des électrons qui obéissent à des règles quantiques étranges, et au final, à la compréhension de l'ordre caché de toute la matière. La chimie, tout à coup, ce n'est plus juste des règles à apprendre par cœur, c'est une science logique où on peut prédire comment les choses vont réagir juste en connaissant la structure de l'atome. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Si au final, tout est fait des mêmes 3 particules de base, protons, neutrons, électrons, comment ça se fait qu'un diamant soit si différent de l'air qu'on respire ? Qu'est-ce qui crée toute cette diversité? La réponse, bien sûr, c'est la façon dont ces atomes s'arrangent entre eux, comment ils se lient. Mais ça, comme on dit, c'est une toute autre histoire. Abonne-toi et merci de suivre.